L'ail est bien connu pour son efficacité contre les vampires, qu'il passait pour repousser aussi sûrement que l'eau bénite ou la croix du Christ. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que cette arme anti-revenant était déjà en usage en Égypte ancienne, et que l'idée d'utiliser le bulbe de cette plante à cet effet fut empruntée aux Égyptiens par les Grecs, puis reprise par les Romains, avant d'essaimer à travers l'Europe de l'Est, jusqu'à être utilisée à la fin du Moyen Âge dans la lutte sanglante qui opposa paysans et nobles aux supposés vampires, buveurs de sang. La lointaine civilisation des pharaons est le vaste berceau de sciences et de savoirs avancés que Grecs et Romains de l'Antiquité, émerveillés, s'empressèrent de ramener chez eux et de compiler dans des écrits qui traversèrent les siècles et les contrées du monde occidental. Il n'est toutefois pas toujours aisé de faire le tri entre les survivances culturelles, religieuses et technologiques réellement héritées de l'Égypte ancienne et les inventions ou pratiques qu'à tort on prête à ce peuple si ingénieux. Le recours à l'ail dans la médecine magique égyptienne pour repousser les morts et protéger les vivants, en particulier les enfants, pro de choix pour des esprits malveillants, et l'utilisation de cette plante bulbeuse, en particulier en Europe de l'Est durant le Moyen Âge, pour éradiquer les morts vivants et repousser les vampires, n'a toutefois rien d'une coïncidence. Les Égyptiens rendaient les revenants mal intentionnés responsables de diverses maladies. Il était donc logique qu'ils utilisent aussi bien la magie que la médecine pour soigner les gens. Sauf qu'aujourd'hui, nous faisons une distinction entre les deux, alors que dans l'Antiquité, c'était une seule et même science. Et de même que de nombreux peuples antiques, ils avaient remarqué que l'ail contribuait, dans une certaine limite, à être en meilleure forme. Logiquement, ils en conclurent que si l'ail agissait positivement sur la santé des gens, il était donc apte à repousser le pouvoir maléfique des êtres malfaisants qui utilisaient les maladies pour mieux les atteindre. Son odeur très forte et malodorante a très certainement contribué à cette croyance. Une incantation y fait allusion dans un important papyrus magique datant du début du Nouvel Empire que les égyptologues ont surnommé le livre de protection de la mère et de l'enfant. Que s'éloigne celui qui est venu des ténèbres, celui qui entre en rampant, celui dont le nez est derrière lui, dont le visage est tourné en arrière, après qu'il a échoué à ce pourquoi il est venu. Que sorte dehors celle qui est venue des ténèbres, celle qui entre en rampant, celle dont le nez est derrière elle, dont le visage est tourné en arrière, après qu'elle a échoué à ce pourquoi elle est venue. Êtes-vous venu pour embrasser cet enfant? Je ne vous laisserai pas l'embrasser. Êtes-vous venu pour le calmer? Je ne vous laisserai pas le calmer. Êtes-vous venu pour lui nuire? Je ne permettrai pas que vous lui nuisiez. Êtes-vous venu pour le prendre? Je ne vous laisserai pas me le prendre. Je lui ai préparé une protection amulette contre vous, avec la plante affaillie, puisqu'elle constitue un obstacle contre vous. De l'ail, afin qu'il vous nuise, du miel, doux aux gens vivants, mais amer aux morts. De la queue du poisson abjou, de la mandibule de l'animal mérette et la colonne vertébrale d'une perche du Nil. Les Égyptiens pensaient que le revenant agissait souvent par deux, une entité mâle et une entité femelle. Aussi, la formule incantatoire distingue-t-elle soigneusement les deux assaillants surnaturels qu'il faut écarter de l'enfant. Parmi les ingrédients utilisés contre les deux morts malfaisants figure l'ail dont il est particulièrement spécifié qu'il nuit aux revenants, ce qui montre bien qu'il s'agit d'une croyance répandue à l'époque, même s'il ne nous est pas permis d'en évaluer la popularité. Outre l'ail, le rituel nécessite également du miel, dont le praticien précise également qu'il est amer aux morts, ainsi qu'une plante et 3 parties d'animaux.
L'ail est donc employé ici pour repousser des revenants qui tenteraient de s'en prendre à la vie d'un enfant en l'affaiblissant au moyen d'une maladie contagieuse. Ainsi qu'on l'a vu dans la vidéo consacrée aux usages insolites du miel, il est intéressant de relever ici que le miel égyptien est supposé être doux aux vivants et amer aux morts, alors qu'il est utilisé comme piège à vampires en Roumanie au XVIIIe siècle. La coutume d'utiliser de l'ail contre les revenants séduisit visiblement des voyageurs grecs qui ramenèrent chez eux l'idée de recourir à cet ingrédient finalement simple et facile à trouver comme répulsif à mauvais esprit. Des bouquets d'ail passaient pour garder les demeures des revenants. Les tresses d'ail portées au cou des enfants étaient censées les protéger des sorcières. Et prononcer le mot ail, skorodon en grec, conjurait supposément le mauvais sort. Au milieu du XXe siècle, le savant britannique John Cuthbert Lawson rapporte qu'en Grèce, les femmes enceintes ou ayant récemment accouché recouraient couramment au port d'amulettes ou à l'antique coutume d'accrocher une guirlande d'ail à leur porte d'entrée. De Grèce, l'usage magique de l'ail se répandit en Sicile et dans le sud de l'Italie où s'étaient établis bon nombre de colons grecs et essaima au Moyen-Âge en Europe de l'Est. La croyance que les morts peuvent non seulement revenir hanter le monde des vivants, mais également interagir de manière malveillante en s'en prenant physiquement à eux, notamment par le biais de maladies, remonte à la nuit des temps et se rencontre sur tous les continents. Il en est de même pour la croyance en des revenants s'employant à aspirer l'énergie vitale d'un être humain pour s'en nourrir ou adorant se repaître de chair et de sang humain. Le folklore grec antique regorge de démons et autres créatures surnaturelles qui passaient pour dévorer les vivants. Parmi eux se trouvent les monstres Lamia et Mormaux qui s'attaquaient plus particulièrement aux enfants. Les Onocelles, des divinités marines aux jambes d'âne. Les Empoussas, des démons femelles qui attiraient les jeunes hommes pour coucher avec eux et les manger ensuite. Il y avait également les Kers. Sœurs du dieu des morts Thanatos, elles s'en prenaient aux blessés agonisants et se repaissaient des dépouilles encore chaudes des soldats tombés au combat. Parmi ces êtres malfaisants, les Kers et les Empoussas, outre le fait de phagocyter des individus vivants ou tout juste décédés, se délectaient également de leur sang. Au 8e siècle avant notre ère, le poète Hésiode en témoigne ainsi dans Le Bouclier. Les déesses à l'œil farouche, hideuses, ensanglantées, invincibles, se disputaient les guerriers couchés sur l'arène. Toutes, altérées d'un sang noir, étendaient leurs larges ongles sur le premier soldat qui tombait mort ou récemment blessé. À peine rassasiées de sang humain, elles rejetaient derrière elles les cadavres et retournaient à grands pas au milieu du tumulte et du carnage. Au IIIe siècle, le biographe Philostrate d'Athènes rapporte dans sa biographie du philosophe et prédicateur Apollonius de Tyane qu'un Empoussa tenta de s'attaquer à l'un de ses compagnons. Le fantôme finit par reconnaître qu'il était une Empousa, qu'il avait voulu gorger Ménippe de plaisir pour le dévorer ensuite, et qu'il avait coutume de se nourrir ainsi de beaux jeunes gens, parce qu'ils ont le sang très frais. À ces créatures démoniaques suceuses de sang, qui ne sont pas, à la différence des vampires, des revenants, s'ajoutent les striges, produits des superstitions romaines. Voici comment les décrit le poète Ovide entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après notre ère. Il existe des oiseaux voraces, à la tête énorme, aux yeux fixes, au bec aiguisé pour la rapine. Leurs plumes sont blanches et leurs serres crochues. On dit qu'ils déchirent les entrailles de ceux qui ne se sont encore nourris que de lait, et qu'ils aiment à s'enivrer de leur sang. On les nomme striges à cause du cri sinistre dont ils épouvantent la nuit. Ces striges vont d'ailleurs évoluer dans le temps et donner bien plus tard naissance aux fameux strigoi, les vampires roumains. Les moyens de lutter contre ces terrifiantes créatures, parfois d'origine divine, ne sont que rarement mentionnés par les anciens. Toutefois, on retrouve au Moyen-Âge, en Grèce ainsi qu'en Albanie, l'usage de l'ail pour contrer les kalikansaroi, des lutins aveugles et mal intentionnés qui sévissent en particulier à la période de Noël. Afin de protéger les nourrissons de leur emprise, on tressait autour des berceaux des couronnes d'ail. Toutefois, leur malveillance n'allait pas jusqu'à dévorer les bébés ou leur sucer le sang.
L'usage de l'ail, utilisé en premier lieu par les anciens Égyptiens pour protéger les enfants en bas âge des revenants, retrouve ici sa fonction première, non restreinte aux créatures phagocytes ou buveuses de sang. Au milieu du VIe siècle, les Slaves envahissent la Grèce et occupent le territoire jusqu'au milieu du IXe siècle. De cette période datent les premières occurrences des vampires originels, appelés Vricolacoï. Toutefois, bien qu'importées d'Europe de l'Est, ces créatures, qui sont, cette fois, des revenants et non plus des êtres fantastiques ou divins, sont loin d'être aussi violentes et sanguinaires que leurs homologues slaves. Les Vricolacoï sont certes terrifiants, mais ils apportent rarement la mort et boivent le sang humain avec parcimonie. En revanche, on les soupçonnait d'étouffer leurs victimes de leur poids. On présume qu'il s'agit des esprits de défunts ayant mené une vie sacrilège, ayant été excommuniés, dont la sépulture n'a pas été consacrée, ou encore qui ont de leur vivant mangé de la chair d'un mouton ayant été blessé par un loup ou par un loup-garou. En Europe de l'Est, les premières allusions textuelles de cas de vampires sont mentionnées dans le courant du XIe siècle. Un ouvrage russe, La Chronique des temps passés, relate qu'en 1092, le village biélorusse de Polotsk fut attaqué par des morts-vivants affamés qui sortirent de leurs tombeaux pour se repaître des habitants. Ce ne sont toutefois pas encore les suceurs de sang auxquels l'histoire associera le terme de vampire. Les épidémies de peste qui frappent durement l'Europe de l'Est au XVe siècle, exterminant entre 25 et 50% de la population européenne, sont l'occasion d'une hystérie frénétique à l'égard des vampires que l'on rend responsables de la propagation de cette maladie contagieuse. Les vampires ne sont désormais plus seulement des revenants vindicatifs. Des gens accusés de vampirisme sont mis à mort et leurs corps mutilés pour les empêcher de revenir hanter les vivants. La psychose collective que suscitent ces créatures diaboliques n'est pas cantonnée au seul folklore des Balkans. En 1484, le pape Innocent VIII reconnaît officiellement les morts-vivants dans la bulle Summis Desiderantes Affectibus. L'apparition des premiers revenants suceurs de sang remonte au début du XVIIe siècle. On les appelle généralement vampiri, bien que les Roumains aient préféré à ce terme celui de strigoi. Si le recours à l'ail est assez peu attesté pour tenir à l'écart les morts-vivants affamés des siècles précédents, en revanche, les témoignages de son usage abondent à partir du XVIIe siècle. Portes et fenêtres des maisons sont régulièrement frottées avec de l'ail. Les personnes qui refusent d'en manger sont considérées comme de potentiels vampires, et les cadavres de personnes soupçonnées de vampirisme sont régulièrement décapités et leur bouche remplie d'ail, quand ils ne sont pas empalés d'une broche ou d'un pieu pourvu de tête d'ail. La croyance en ces créatures malfaisantes ne fut pas cantonnée au seul pays slave. Des cas de vampirisme furent signalés un peu partout en Europe. En Crète, on rencontre au début du XIXe siècle des témoignages de croyances en revenants qui, à l'instar des vampires de l'Europe de l'Est, s'attaquaient à la population et buvaient leur sang. L'homme de loi Robert Pacheley relate dans 2 volumes publiés en 1837 son voyage sur l'île et rapporta qu'il entendit de nombreux récits à propos de vampires appelés katakanades, qui s'en prenaient régulièrement à la population locale. Il releva que les villageois crétois n'avaient pas eu connaissance du terme vampire, et qu'ils avaient dénommé ces créatures surnaturelles endémiques à la Crète avec un nom indigène. Ce fait est celui que leurs katakanades se repaissaient en particulier des foies humains, une pratique que l'on ne retrouve ni en Grèce ni en Europe de l'Est, atteste que leurs croyances n'étaient en rien influencées par celles du folklore des Balkans. La terreur des vampires buveurs de sang bascule progressivement, mais non sans mal, de la croyance populaire au mythe au début du XIXe siècle. C'est d'ailleurs à cette époque que paraît le très célèbre Dracula, roman de fiction mettant en scène la vie du prince Vlad III, Bazarab, dit l'empaleur qui vécut au XVe siècle. La propagande, lancée à son époque par ses détracteurs, essentiellement des gens de la noblesse qui complotèrent sa perte, en fit un monstre sanguinaire qui aurait tué et empalé pas moins de 20 000 hommes. L'auteur britannique Bram Stoker s'empare de la légende et, profitant des fantasmes et des peurs projetées sur les vampires, fait
fait du prince orthodoxe Vlad III Bazarab le plus célèbre de tous. La hantise des vampires est toujours présente dans toute l'Europe au début du XXe siècle, et le recours à l'ail pour les exorciser toujours employé. Parmi les exemples recensés, le Daily Telegraph rapporte le 15 février 1912 une macabre affaire dans un faubourg de Budapest où un paysan et ses comparses déterrèrent le cadavre d'un adolescent de 14 ans, mort quelques jours auparavant et qu'ils soupçonnaient d'être un vampire. Ils remplirent sa bouche avec 3 têtes d'ail et 3 pierres, et ils l'empalèrent de manière à ce que son corps ne puisse plus quitter le sol. En même temps que la réalité du vampirisme s'efface peu à peu devant les explications rationnelles et scientifiques, l'ail, loin d'être délaissé, reprend du service pour éloigner à nouveau les simples mauvais esprits. En témoigne le courrier d'une Anglaise à l'une de ses connaissances en juin 1918. Persuadée que sa demeure a été visitée par un esprit malveillant, elle ne trouva le repos qu'après avoir accroché de l'ail à la porte de sa demeure. Ce témoignage fut recueilli par Montagu Summers et mentionné dans son livre Vampire in Europe, paru en 1996. Aujourd'hui encore, l'ail est l'un des premiers répulsifs de vampires, avec l'eau bénite auquel on pense spontanément. Voici comment, de la lointaine Égypte, où les anciens associèrent les vertus curatives de l'ail à un pouvoir capable de repousser les revenants utilisant des maladies pour affaiblir les vivants, cette plante bulbeuse fut dotée par la suite de la faculté d'exorciser les vampires buveurs de sang. Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker tout en Catube.